Réserve fédérale des États-Unis de ce mercredi 10 décembre, dernière décision de politique monétaire de l'année. Chaque out garanti. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravis de vous retrouver comme chaque lundi dans cette nouvelle édition du Top Gun où nous allons parler de l'événement monétaire le plus important de cette fin d'année, en même temps c'est le dernier qui compte, c'est la dernière décision de politique monétaire de la toute-puissante Fed. Fed contre laquelle il ne faut jamais jouer en bourse, elle qui imprime les tendances de fond et justement, ce mercredi 10 décembre, elle dévoile une décision de politique monétaire où d'ailleurs elle devrait baisser une nouvelle fois, sauf surprise, le taux d'intérêt des fonds fédéraux, alors que les dissensions au sein du FOMC, vous savez cet organe exécutif qui rassemble 12 personnes qui votent, qui décide de la politique monétaire de la Fed, archi-divisé. Le 10 décembre, aussi la Fed met à jour ses projections macroéconomiques pour 2026, pour 2027. Elle va même nous donner les perspectives de politique monétaire pour l'année prochaine, sa vision sur l'inflation, sur l'emploi, sur la croissance, sa propre anticipation sur son propre taux d'intérêt. Bon, nous serons donc gâtés. Alors que je vous rappelle aussi que là, nous parlons bien sûr politique monétaire conventionnelle, mais aussi non conventionnelle, puisque depuis le 1er décembre, le programme de quantitative tightening s'est arrêté et que déjà, eh bien, la spéculation est là, entre un bilan qui est neutralisé, ça bouge plus, l'engagement d'un mini QE, peut-être, en 2026 ou pas, ça va dépendre du stress interbancaire, beaucoup de choses vont donc compter. Chaque out garanti sur les marchés boursiers. Alors, chaque out garanti, volatilité garantie. Chaque out, c'est pas forcément négatif, hein, c'est de la vol. Bon. Non, c'est absolument pas garanti, bien sûr. J'ai choisi le titre là pour que vous soyez avec moi et que vous passiez un bon moment. Donc, beaucoup de choses sur cette décision de politique monétaire qui arrive dans un contexte hyper particulier, toujours avec les effets du shutdown, même si beaucoup de chiffres sont maintenant publiés, d'autres sont encore en retard, notamment les chiffres de l'emploi, les NFP qui arriveront après la Fed, ils arriveront le 16 décembre. On a maintenant à nouveau une visibilité sur l'inflation, il y a bien sûr des données alternatives et d'autres données de l'emploi qui permettent de se positionner. À un moment où le marché action, en tout cas les méga caps, les stars de la tech US, sont tout en haut en termes de valo, mais pas la profondeur du marché action. Mais le poids est tel dans le S&P 500 que lorsqu'on regarde la valorisation du S&P 500, on a l'impression, et c'est vrai qu'il est tout en haut, très cher, mais cette valorisation cherté est très concentrée. En même temps, c'est justifié parce qu'il y a les bénéfices, mais tout le reste n'est pas forcément cher. Alors du coup, le cycle macroéconomique, il est très loin d'être en euphorie. Les méga caps en bourse, oui, mais prenez les indices PMI par exemple qui représentent le cycle macroéconomique des États-Unis, de l'ISM, on est plutôt en zone basse en fait. Hein. On n'a pas vraiment redécollé depuis 2022-2023. D'ailleurs, c'est ce qui explique que les small, mid cap, que la profondeur du marché, elle, n'a pas fait de nouveaux records. Les records de 2021 n'ont pas du tout été dépassés sur ces marchés. Et il y a du stress bancaire, on le voit d'ailleurs, si la Fed a arrêté son QT, c'est parce qu'il y a du stress bancaire. Donc du coup, si ce stress bancaire même franchit un petit creux, peut-être que derrière, le bilan de la Fed peut reprendre un peu la direction du Nord. Parlons pas de quantitative easing, mais peut-être d'un mini QE, d'un ajustement. Pour tout ça, des petites injections de liquidité sont des facteurs de soutien, de manière générale, aux actifs risqués en bourse. Alors, me direz-vous, mais non, c'est... Voilà. Et puis, je vais vous introduire un nouveau concept dans cette vidéo. Alors, vous connaissez le principe du shadow banking. Okay. Toutes les institutions financières qui assurent aussi des services de crédit, mais qui sont hors système bancaire régulé. Bien, je vais vous parler maintenant du Shadow Fed Chair. Le président de la Fed de l'ombre. Bientôt, Jérôme Powell aura dans son dos une ombre, peut-être celle de Kevin Hassett. Monsieur Hassett, Donald Trump devrait, fin 2025, début 2026, nommer le prochain patron de la Fed. Celui-ci, sauf démission de Powell, mais celui-ci prendra ses fonctions à partir de mai 2026, sauf si Jérôme Powell démissionne avant. Mais le FOMC a déjà été modifié, rappelez-vous, par l'arrivée de Stephen Miran. Les dissensions sont fortes, ça joue à une ou deux voix près pour les baisses de taux, notamment ces prochains mois, pour l'évolution aussi du programme du bilan de la Fed. Et donc, si vous voulez, Kevin Hassett, qui a la faveur des probabilités,
il est archi accommodant. Il est à l'opposé, il privilégie la croissance et l'emploi. Il s'accommode très bien d'une inflation à 2,5-3. Ça l'empêche pas de baisser les taux. En tout cas, c'est comme ça qu'il communique. Kevin Hassett, c'est le profil accommodant. Alors, un Fed Chair, un Shadow Fed Chair, et oui, s'il est nommé à partir de janvier et que le marché n'est que dans la projection, le marché ne fait que se projeter, alors à partir de janvier, qui aura le plus de poids? Kevin Hassett, nommé mais pas encore patron officiel, ou Jérôme Powell, encore en poste, mais sur le départ, du coup, on se fiche un peu de ce qu'il pense. En tout cas, au-delà du printemps. Le marché n'est que dans l'anticipation. Il se projette plusieurs mois. Qui sera vraiment président de la Fed à partir de janvier? Celui que choisira Trump, a priori Kevin Hassett, on verra, ou Powell. Bon. Ça va être passionnant. Nous nous ennuions jamais avec les marchés. Du coup, dans cette nouvelle édition du Top Gun, première partie, je vais vous faire à nouveau un point, je vous remontre comment évaluer la probabilité de ce que fera la Fed ce 10 décembre, notamment en matière de taux d'intérêt. On va aller voir plein d'endroits. Pas que l'outil CME Fed Watch Tool. Deuxième partie, ce qui compte c'est ce mercredi 10 décembre, ce qui va vraiment compter, c'est la mise à jour des projections macroéconomiques. Les données sur le bilan de la Fed et la conférence de Powell, mais surtout la mise à jour des projections macroéconomiques. C'est ça qui va forger la tendance de fin d'année, avec aussi le rapport NFP, le double rapport NFP du 16 décembre. Troisième partie, le marché va regarder le rapport de force au sein du FOMC, qui a voté qui a voté contre, qui a voté pour, au sein des 12 personnes. Je vais vous remontrer où en est ce rapport de force. Ça joue sur 2-3 personnes qui peuvent basculer ou pas. Quatrième partie, Kevin Hassett, Shadow Fed Chair. Nous allons parler de ce profil de Kevin Hassett. Cinquième partie, le bilan de la Fed s'est mis à plat. Alors ça y est déjà, ça spécule dans tous les sens. Va-t-il rester flat? Va-t-il reprendre un peu la direction du nord? Va-t-il repartir à fond? Ça va dépendre du stress interbancaire. Il faut regarder les indicateurs du marché interbancaire. Mais il y a vraiment là des scénarios, plusieurs scénarios qui sont possibles sur l'évolution du bilan de la Fed. La Fed va communiquer des éléments, mais ça peut changer d'une décision à l'autre. Et pour moi, les 6 prochains mois, c'est ça que va regarder le marché, le bilan de la Fed. C'est pour moi le facteur monétaire dominant. Et puis, bien sûr, cette semaine, après la Fed, comme d'habitude, le taux d'intérêt qui vous donnera la réponse sur l'orientation monétaire, c'est le 2 ans américain. Et donc il faut absolument avoir un gros focus, analyse technique, sur le taux obligataire américain à 2 ans. C'est parti, nouvelle édition fédérale du mercredi 10 décembre, chèque-out garanti, chèque-out ou pas d'ailleurs. Le plan, je vous l'ai donné à l'oral, il s'affiche à nouveau sous vos yeux, alors que vous pouvez observer, prenez le temps de l'observer, le magnifique Jérôme Powell, qui vit ses derniers mois à la tête de la Réserve fédérale des États-Unis et qui peut-être vit son dernier mois en tant que véritable patron de la Fed, parce que à partir de janvier, nous devrions, je mets du conditionnel, connaître qui sera le prochain patron de la Fed, et c'est probablement lui, même avant la prise de fonction, qui aura déjà le plus d'influence sur les perspectives de politique monétaire. Alors, ne nous avançons pas, restons calme, prenons quelques secondes pour penser, pour réfléchir, quelques secondes pour entrer en méditation. Écoutez le son de ma voix, méditez avec moi sur ce que sera la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc, ce mercredi 10 décembre, la première information qui compte, c'est bien sûr la décision en matière de taux d'intérêt, le fameux cycle des taux d'intérêt de la Fed. Alors, où en est-il déjà? Un petit récapitulatif. Actuellement, le taux de la Fed, alors c'est une fourchette, mais il est à 4%. En général, on donne la partie haute de la fourchette, donc 3,75, 4%. C'est la fourchette d'évolution du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Et là, donc, en général, lorsqu'on donne le taux de la Fed, on donne la partie haute de la fourchette. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle donc, que la Fed avait commencé à baisser ses taux en 2024, que toute l'année 2025, elle n'a rien fait, et puis donc, en septembre dernier, elle a procédé à une baisse de taux. Elle a procédé à une baisse de taux, et donc, depuis, eh bien, le marché se pose la question de savoir, y aura-t-il une dernière baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux ce mois de décembre,
Alors que la dernière fois que Jérôme Powell s'était exprimé, lors de la dernière décision de politique monétaire, eh bien, il semblait avoir plus ou moins fermé la porte, mais depuis les choses ont changé, notamment depuis que les chiffres ont été publiés sur l'emploi, mais surtout depuis que M. Williams, un des membres éminents du FOMC, les 12 personnes qui votent au sein du comité de politique monétaire de la Fed, s'est exprimé en faveur d'une baisse des taux alors qu'il fait partie des plus durs, des plutôt profils hawkish. Le consensus pour ce 10 décembre, sauf surprise, sauf fait exceptionnel d'ici là, ou sauf fait exceptionnel entre le moment où j'enregistre cette vidéo et au moment où elle est publiée, la Fed devrait à nouveau baisser ce mercredi 10 décembre le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Il y a plusieurs façons de se projeter. Alors j'aime beaucoup le site Trading Economics qui vous propose par exemple ici un sondage. Alors c'est le sondage des visiteurs du site. Bon, 55% pensent qu'il y aura une baisse de taux, 30% un statu quo et 14% une hausse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Alors on peut se poser la question, est-ce que les 14% qui pensent qu'il y aura une hausse du taux d'intérêt des fonds fédéraux sont malades, peut-être? Malades, pas maladie, on peut avoir l'esprit un peu fatigué. Non, je plaisante, bien sûr. Bon, ça, c'est pas très fiable. L'outil le plus fiable, parce qu'il est dérivé directement, je veux dire, des mathématiques, c'est l'outil CME FedWatch Tool. Pourquoi? Parce qu'il vous donne une probabilité d'action de la Fed, et cela est basé sur la finance institutionnelle qui trade sur le prix des contrats futurs à la bourse de Chicago, basé donc sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Et oui, on peut investir sur des contrats futurs basés sur ce que fera la Fed. Et donc, selon le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux US, eh bien, la probabilité que la Fed baisse son taux dans l'intervalle 3,50-3,75, donc là, actuellement, on vous dit que le taux de la Fed est de 4%, c'est qu'il est dans l'intervalle 3,75-4. Si la Fed baisse de 25 points de base son taux d'intérêt ce 10 décembre, l'intervalle passe de 3,75-4 à 3,5-3,75. Vous me suivez? Et donc, nous dirons à ce moment-là que le taux de la Fed est de 3,75. Selon cet outil, la probabilité est de 87%. Ensuite, le marché se projette plutôt sur un statu quo jusqu'au printemps prochain. Donc, nous avons 55% de probabilité de baisse de taux selon Trading Economics. Vous avez 87% de probabilité de baisse de taux selon l'outil CME FedWatch Tool. Et enfin, vous pouvez utiliser Polymarket. Polymarket qui est vraiment en développement massif, ça pèse de plus en plus. Et souvent, Polymarket permet d'avoir surtout des bonnes tendances. Et là aussi, eh bien, à plus de 94% de probabilité, la Fed devrait donc baisser ses taux ce 10 décembre. Et en fait, cette probabilité a explosé depuis que M. Williams de la Fed s'est exprimé à la fin du mois de novembre. Donc, oui, la Réserve fédérale des États-Unis devrait donc baisser le taux d'intérêt des fonds fédéraux ce 10 décembre. Mais en réalité, le marché s'en fiche un peu, car c'est déjà intégré dans les cours, alors, sauf bien sûr surprise. D'autre part, lorsqu'une décision de politique monétaire est rendue, vous avez plusieurs choses. Il y a un communiqué de presse. Il y a la conférence de presse de Jérôme Powell. Le communiqué de presse contient des mots qu'il faut analyser. Dans ce communiqué de presse, vous avez aussi le rapport de force au sein du FOMC, au sein des 12 membres, qui a voté, pourquoi. Ça, c'est très important. Je vous rappelle que pour une baisse de taux, 12 personnes votent, il faut 7 voix en faveur de la baisse de taux. Et une décision de politique monétaire sur 2, vous avez la mise à jour des projections macroéconomiques, où la Fed nous donne son anticipation d'inflation, d'emploi, de croissance, ainsi que pour son propre taux d'intérêt. Et c'est donc une fois sur 2, et ce 10 décembre, nous sommes dans la fois sur 2. Donc oui, nous allons avoir la mise à jour des projections macroéconomiques. Alors, comment les choses vont-elles se présenter? La meilleure façon de s'informer pour la Fed, n'allez pas chercher midi à 14h. Faites simple, allez directement sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis, le site du FOMC, an official website of the United States government. Voilà, le site officiel. Vous avez un agenda de décision de politique monétaire et donc vous constatez que le mercredi 10 décembre, il y a une décision de politique monétaire. La ligne est accompagnée d'une petite astérix. Cela signifie qu'il y aura aussi la mise à jour des projections macro. Première chose que vous allez regarder ce 10 décembre, le communiqué de presse, les mots, le verbe, le ton
sont le premier outil de politique monétaire. Et notamment, les mots qui seront choisis pour qualifier l'état de l'inflation et les mots qui seront choisis pour qualifier l'emploi. Et le marché, pour ne pas être stressé, a besoin de voir un équilibre des forces entre emploi et inflation. Vous allez aussi avoir dans le communiqué de presse, dans la partie basse ici, le rapport de force au sein du FOMC. Qui a voté pourquoi? Est-ce que 12 personnes sur 12 vont voter pour une baisse de 25 points de base? Est-ce que ça va simplement être 7? Peut-être que parmi ceux qui votent pour une baisse de taux, peut-être qu'il y aurait ceux qui vont voter pour d'un coup 50 points de base. Alors bien sûr, si là vous avez 7 personnes qui votent soit pour un statu quo, soit pour une hausse des taux, il n'y aura pas de baisse de taux ce 10 décembre. En tout cas, c'est ce que regardait le marché. Et le plus important, de loin, la mise à jour des projections macro, c'est ce tableau-là qui va être mis à jour. Le marché va regarder ce que pense la Fed pour l'année 2026 en matière de core inflation. Alors en gros, une victoire, c'est d'être entre 2 et 2,5, la cible de la Fed étant à 2. Entre 2,5 et 3, c'est un peu chaud pour baisser les taux. La dernière fois que la Fed s'est exprimée sur ce sujet en septembre, c'était 2,6. On verra si elle abaisse 2,6. Pareil pour l'emploi. Le seuil d'alerte de la Fed est à 4,4. 4,4 pour l'année prochaine, 4,4%. Attention, chers amis, le taux de chômage aux États-Unis est déjà à 4,4% de la population active. Oui, nous sommes déjà au seuil d'alerte que la Réserve fédérale avait communiqué en septembre dernier. Mais va-t-elle le modifier? Va-t-elle le modifier? Et bien sûr, combien de baisses de taux en 2026 et en 2027? Alors que en septembre, elle n'en indiquait qu'une seule baisse de taux. Les choses vont-elles changer? C'est ça. Et si vous voulez, dans la mise à jour de ces projections macro, 3 lignes comptent. L'anticipation d'emploi, l'anticipation du core inflation et la ligne Federal Funds Rates, les anticipations pour le taux de la Fed. C'est ça que va regarder le marché. Et autant vous dire, pour que le marché action ne soit pas stressé, il faut que la Fed ouvre la porte à plusieurs baisses de taux l'année prochaine. Et surtout, il faut que la Fed montre sa confiance dans son objectif de ramener l'inflation entre 2 et 2,5 à horizon 1 an. C'est ça que va regarder le marché. Et bien sûr, vous allez avoir aussi toutes les indications quant au bilan de la Fed. Mais ça, je vais traiter ce sujet un peu plus loin dans la présentation. J'en parlais à l'instant, le rapport de force au sein du FOMC. Donc comme vous l'avez vu, le communiqué de presse de la Fed va vous donner en dernier paragraphe le vote de chacun des membres du FOMC. Comprenez bien une chose, c'est que pour obtenir une baisse de taux, il faut une majorité. Lorsque nous sommes un groupe de 12 personnes, la majorité, c'est 5. Non, je rigole, bien sûr. Lorsque nous sommes un groupe de 12 personnes, la majorité, c'est 7. C'est assez compliqué, puisque là, vous avez donc les 12 membres du FOMC, avec notamment M. Miran, qui a été nommé il y a quelques mois par Trump, qui est lui fortement en faveur de baisse de taux, puisqu'il réclame 50 points de base d'un coup. Mais au final, du côté des dovish en vert, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 n'est pas 7, il en manque 2. Alors, on oublie tout de suite ceux qui sont au quiche, il va donc falloir aller en chercher 2 parmi Jérôme Powell, M. Williams, Bowman, ou encore Cook, ou encore Lisa Cook. Ce qui fait que le marché est confiant pour mercredi, c'est que depuis une semaine, 10 jours, M. Williams s'est exprimé pour une baisse de taux. Et Williams est proche de Powell, et Powell et Williams influencent tous les neutres. Les neutres sont en jaune, sont incertains. Voilà, donc ça c'est pour ce mercredi, mais pour la suite. Vous savez, même quand Jérôme Powell ne sera plus président de la Fed, le FOMC ne va pas changer complètement. Ils vont rester en place, tout ce beau monde va rester en place. Donc, le prochain président de la Fed, je vous rappelle qu'il n'a qu'une voix, il n'a pas de veto, il a une influence, mais il n'a qu'une voix, comme les 12 autres membres. Donc, ces gens-là vont rester en place. Donc, il faut continuer d'observer leur positionnement. Et donc, ce qui va être très important, c'est de voir, dans le communiqué de presse, qui a voté pourquoi. Et nous ajusterons ensuite, moi ce tableau je vais l'ajuster à chaque fois, à chaque décision de politique monétaire, pour savoir dans quelle catégorie je dois mettre ces membres du FOMC. Et là ce sera passionnant. Et vous voyez que comme ça se joue à une ou deux voix près, c'est vraiment passionnant. Donc ça ce sera l'autre facteur fondamental important à prendre en compte. Kevin Hassett sera-t-il le prochain président de la Fed à partir du printemps 2026? Alors, pour le moment,
Eh bien, les sondages sont en sa faveur, enfin les sondages, les probabilités à travers les fuites, les communications autour de la Maison-Blanche. Nous savons que d'ici fin 2025 ou peut-être début 2026, nous connaîtrons son nom. D'après Polymarket, eh bien oui, c'est très loin, c'est donc Kevin Hassett qui de loin, pardon, a la faveur des sondages. Et Kevin Hassett, je vous rappelle qu'il connaît Donald Trump, il a travaillé avec Trump, il s'est régulièrement exprimé pour des taux plus bas, régulièrement exprimé en faveur de l'importance du cycle économique, de la croissance économique. Oui, l'inflation est un sujet, il l'admet, mais pour lui, c'est plus secondaire que la croissance économique, et il semble s'accommoder d'une inflation qui serait 0,5 points à 1 point de pourcentage au-dessus de la cible de la Fed, pour obtenir des taux plus bas, pour obtenir de la croissance. Vous voyez, c'est une politique, Kevin Hassett, monétaire, parfaitement alignée avec la politique budgétaire de l'administration Trump. Et si vous voulez, il se pourrait que si Kevin Hassett était nommé début 2026, nous allons donc savoir que c'est lui le prochain président de la Fed, qui aura le plus d'influence d'après vous? Les anglo-saxons parlent de Shadow Fed Chair, en référence au shadow banking. Le patron, le vrai patron de la Fed dans l'ombre, parce que Jérôme Powell va partir au printemps, le marché n'est que dans la projection. Alors, quand à partir de janvier, si encore une fois, si c'est vraiment Kevin Hassett qui est nommé, on verra, ça peut changer d'ici là, mais imaginons que ce soit lui ou un profil proche, à partir de janvier, la parole de qui sera plus écoutée par le marché? La parole de Kevin Hassett ou la parole de Jérôme Powell? Qui sera le vrai patron de la Fed? Ça va être passionnant. L'observation de ces politiques monétaires, de ce fait monétaire, entre janvier et mai. Dans tous les cas, c'est un sujet majeur. Alors bien sûr, il y aura des étapes. Jérôme Powell est en poste jusqu'au 15 mai. Bien sûr, il peut démissionner avant, mais ce n'est pas réellement ce qu'il a l'intention de faire, mais les choses peuvent aller très vite. Dans tous les cas, voilà donc une perspective, des perspectives de politique monétaire qui vont forger la tendance du marché action, du marché des obligations en 2026. Et donc, ce concept de Shadow Fed Chair, moi, est un concept ici qui m'intéresse beaucoup. Bien sûr, le bilan de la Fed, alors on parle des taux d'intérêt, on parle des projections macroéconomiques, le marché va surtout regarder le bilan de la Fed. Pourquoi? Car vous le savez, j'ai traité le sujet la semaine dernière dans mes deux vidéos, Top Gun et Fast and Forex. Depuis le lundi 1er décembre, le bilan de la Fed s'est mis à plat. C'est la fin du programme de quantitative tightening. Depuis le 1er décembre, la Fed réinvestit les obligations qu'elle détient qui arrivent à échéance. C'est donc une mise à plat du bilan de la Fed et une mise à plat des réserves bancaires. Je vous renvoie vers mon dernier Fast and Forex où j'ai expliqué ça clairement. Et maintenant, le débat est là. Dans le passé, eh bien, lorsque le QT se terminait, assez rapidement derrière, on avait le point de départ d'un programme de quantitative easing. QT ends, QE starts. QT ends, QE starts. QT ends, et là, ça va dépendre du stress interbancaire, du besoin de liquidité de l'économie. Bien sûr, ici, nous n'aurons pas un QE de type Covid, il faudra un fait exceptionnel pour ça. Mais voilà, c'est le débat, et ça aussi, ça sera majeur. Et toutes les indications que la Fed va pouvoir donner par rapport à l'évolution de leur bilan seront majeures. Alors, je me suis amusé, moi, comme à chaque fois, à faire mes scénarios que je rassemble dans un tableau. Et donc, vous avez dans ce tableau ici l'évolution prospective du bilan de la Fed. Et donc, l'impact sur le dollar, je l'ai traité dans le Fast and Forex. Et donc, l'impact potentiel sur le S&P 500. Et je vous ai mis ici l'impact potentiel ici sur les taux d'intérêt du marché. Alors, le scénario le plus probable, bien sûr, c'est une mise à plat du bilan de la Fed, avec peut-être une légère hausse du bilan pour neutraliser tout stress interbancaire. Oui, l'effet est bearish USD marginalement, bullish S&P 500 et légèrement bearish sur les taux. Alors, c'est un facteur de soutien pour le marché action. C'est un facteur de soutien, je dirais, plutôt pour la profondeur du marché action. Les méga caps, les stars de la tech s'en fichent complètement. Et pour toutes ces actions, en fait, qui sont très loin de leur sommet de 2021 et qui ne sont pas du tout en survalorisation. Et la valorisation des secteurs est très différente et n'a pas tous les mêmes excès que le secteur de la tech. Bien sûr,
le scénario d'un full QE restart, l'engagement d'un nouveau fort QE. Pour ça, il faudrait un facteur fondamental qui l'explique. Et le problème, si la Fed lance un QE massif, c'est qu'il y a un énorme problème, un choc qui est intervenu, un choc macro. Dans un premier temps, le marché action s'effondre. Il rebondira ensuite avec le QE. Donc attention à ceux qui souhaitent un fort QE. Dites-vous bien que s'il y a un fort QE, c'est que c'est déclenché par une raison, et c'est que d'abord le marché s'effondre, on remontera après. Donc pour moi, en termes de probabilité, on est soit sur un bilan mis à plat ou légèrement haussier pour le bilan de la Fed. Alors bien sûr, worst case scénario, un gros problème d'inflation et redémarrage du QT. Mais est-ce que réellement une Fed sous un patron comme Kevin Hassett relancerait le QT? Bon, vous voyez, tout ça va être passionnant. En tout cas, toutes les indications qui seront données quant à l'évolution du bilan de la Fed seront majeures, seront un facteur monétaire dominant. Donc cette semaine, vous allez avoir un certain nombre de réactions du marché. Bien sûr, l'analyse technique, avec tous ces fondamentaux qui agissent dans tous les sens, l'analyse technique a un rôle, elle permet de savoir en fait quels sont les signes, quelle tendance prendra le marché. Qu'est-ce qui compte cette semaine? Moi je vous dis, cette semaine, concentrez-vous sur l'analyse technique du taux obligataire américain à 2 ans. Le taux obligataire américain à 2 ans, considéré comme celui qui anticipe le mieux l'action de la Fed. Et justement, ce taux américain à 2 ans, il est à la croisée des chemins techniques. À la croisée des chemins techniques, je vous le montre ici, le taux obligataire américain à 2 ans, en données hebdomadaires, voilà où est-ce qu'il est. Il est au bord du gouffre ici, mais en même temps sur un support. Si on casse le niveau des 2,45, 3,50, c'est derrière la direction des 2,97. Si le 2 ans américain devait casser ce support et prendre le chemin des 3, c'est vraiment que la Fed ouvre la voie à davantage de baisse de taux ou éventuellement mentionne une hausse possible du bilan, un mini QE. Donc ça, ce sera vraiment... Par contre, si la Fed la baisse ses taux ce 10 décembre et vraiment nous dit on s'arrête là, on attend de voir, il n'y a plus de raison de baisser davantage et le bilan il se met que à plat, là vous aurez ces hawkish et vous aurez un rebond du 2 ans américain et le marché action sera sous pression. Il peut y avoir un cas intermédiaire où finalement on resterait dans ces bornes-là à latéraliser. Encore une fois, attention, la Fed de Jérôme Powell a complètement la main encore ce mois de décembre, d'accord? Donc, Kevin Hassett ou pas Kevin Hassett, dans tous les cas, c'est pas tout de suite, et même son rôle de Shadow Fed Chair, ça ne commencera pas tout de suite. En tout cas, d'un point de vue technique, les signaux que donnera le taux obligataire américain à 2 ans seront déterminants cette semaine. Chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Top Gun. Alors, d'après vous, ce mercredi 10 décembre avec la Fed, check-out ou pas check-out? Merci à tous de votre attention. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.